chose, si vous voulez, à titre simplement c'est frustrant votre histoire, hein. Franchement c'est frustrant. Alors, j'allais dire, j'allais vous parler aussi de la méthode participative, de la décentralisation quand même, la décentralisation, c'est ça les nouvelles orientations. Je termine par une chose. J'ai parlé tout à l'heure de démocratiser l'État. Démocratiser l'État, c'est quoi? Il faut une explication là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas ici, encore une fois, de partir avec un présupposé idéologique. Je répète encore, je veux être pragmatique. Je vois le problème. Les choix qui ont échoué, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont été faits par qui? Ont été faits par un système politique. Le problème de ce système politique, de manière très pragmatique, c'est qu'il a pris ses choix sans légitimité des urnes. C'est clair, sans légitimité des urnes. Ensuite, il a mis en œuvre, exercé, sans, si vous voulez, exercer ses responsabilités dans la dilution des responsabilités. Dans la dilution des responsabilités. Il y a le problème du Maroc, aujourd'hui comme hier, qui est responsable de quoi? 3, sans rendre compte. Donc, dans l'alternative, quand on dit démocratiser, parce que là aussi, effectivement, je peux vous assurer, si on démocratise, si on ne démocratise pas, et on fait certaines réformes, comme celle-ci, dans le domaine de l'économie, etc., on peut avoir exactement l'effet pervers. On va l'inverse. Exemple. Dans la réforme de la justice. Ah oui, à gauche, dans la société civile, pendant des années, des décennies, on demandait la fameuse indépendance de la justice. Le procureur général, le procureur de roi est indépendant, rien qu'à ses monarchies. Et bien ça donne ce que vous voyez. J'ai pas besoin d'en dire plus. Donc c'est vous dire que engager des réformes comme celle dont je viens de parler, et encore je ne vais pas parler de la réforme fiscale, je ne vais pas parler de financement, bref. Est-ce que, j'ai dit, engager ces réformes sans réformer l'État, c'est se condamner à des effets pervers peut-être encore plus graves que ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc ça veut dire, pour donner du contenu, il y a la réforme de l'État, c'est le triptyque. Je termine avec ça. Vous savez, appelez-le avec le système politique alternatif, appelez-le ce que vous voulez. Je dis, moi je l'appelle monarchie parlementaire. Bon, mais ça vaut ce que ça vaut, vous n'êtes pas obligé de me croire. Par contre, le contenu, c'est ça qui est important. Et vous voyez que c'est conséquent avec ce que j'ai dit. Ce que je veux, c'est un système politique où les choix, les choix dans le Parlement, les choix procèdent des urnes. Qu'est-ce que ça veut dire encore les urnes? Les économistes parlent de révélation des préférences des consommateurs, en l'occurrence des citoyens. Les choix qui procèdent des besoins de la population. Parce que dans un système sain, les urnes révèlent les préférences des citoyens. 1. 2. Que ce système assume pleinement ses responsabilités. Vous avez été élu, vous êtes en responsabilité, marhaba, exercez pleinement. Pourquoi? Pour que, à l'échéance, vous vous rendiez compte. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ce système, appelez-le ce que vous voulez, il est absolument incontournable. Alors, ça veut dire un mot encore, s'il te plaît, un mot. Non, moi, vous aurez raison, vous pouvez dire, et toi tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit l'éducation. Alors, bon, c'est évident, moi je suis économiste, je vous avance des choses sur l'économie. Mais il est évident que je ne peux pas ignorer que l'éducation est absolument un préalable aussi important que le préalable politique. J'ai une image, et je termine avec ça, j'ai une image, voilà. Ce que l'on est en train de faire, c'est on a une construction devant nous. Le préalable politique, c'est les fondations. Les fondations. Si vous n'avez pas un système politique, une constitution réellement démocratique, les fondations ne sont pas bien. Le rez-de-chaussée, le niveau 1, c'est l'éducation. C'est pas encore l'économie. C'est l'éducation. Parce que sans ça, on ne fait rien. Et ensuite, dans les étages au-dessus, ben oui, vous pouvez. Ben, vous avez pour avoir un autre niveau, vous mettez des axes dont je parle, les choix économiques, etc. Voilà qui, les fondations, c'est la politique. Le niveau 1, c'est l'éducation. Merci. Et Najib, on a toujours un plaisir renouvelé de l'écouter. Et je dois rappeler qu'on a eu au minimum une vingtaine
une vingtaine d'heures de discussions et de débats dans le cadre de nos ateliers. Donc si on demande à nos amis, à nos collègues de s'auto-limiter, ce n'est pas pour les frustrer, c'est uniquement pour une question d'organisation et d'efficacité de notre travail. Parce que Synaviv, tout le groupe qui a fait l'économie politique, a participé, pas seulement en écrivant, ils ont participé dans la présentation de l'économie politique dans 7 villes différentes, y compris en France. Donc, on a eu l'occasion d'en discuter, on a eu l'occasion de parler, on a eu l'occasion d'échanger. Maintenant, dans ce colloque-là, on va essayer de sortir avec des orientations, des perspectives, des alternatives et des solutions alternatives. Donc, s'il vous plaît, alors, deuxième intervention, je vais inviter mon ami Adam d'être aussi bref que Najiba. Parce que les deux collègues ont un point commun, débat démocratique. C'est que si tu les arrêtes pas, ils ne s'arrêtent pas. Tout simplement. Merci, professeur Moret. Merci. Le mal qu'ils se sont donnés pour organiser cette manifestation. Je remercie également l'assistance. Et je demanderai aux collègues qui sont dans la responsabilité, les conseillers, les ministres, etc., de faire preuve d'indulgence. Esprit sportif. Depuis un certain temps, le discours officiel est favorable à une meilleure redistribution des richesses. C'est un discours qui revient à la charge, et on ne sait pas ce qu'ils veulent dire par là, ce qu'ils entendent par meilleure redistribution des richesses. Hormis la politique fiscale, où certaines indications ont été données, ils laissent de côté les autres dimensions du problème. Et même concernant la politique fiscale, la Confédération Générale Économique du Maroc a été claire. Surtout, pas d'impôt sur les successions. Surtout pas d'impôt sur les successions. Donc, mais qu'est-ce à dire? C'est de comprendre pourquoi il en est ainsi. J'aborderai successivement, vite fait, 5 points. Je reviendrai sur la fameuse théorie du ruissellement, qui au Maroc s'est transformée en stratégie du rouleau compresseur. Deuxième point, les manifestations de cette concentration. Troisième point, l'illégalité en tant que moyen ayant permis justement cette concentration des richesses. Les autres spécificités de concentration et la question posée par Lénine, que faire? Lénine qui avait posé cette question. Pour ce qui est du premier point, l'ancrage théorique, je commencerai par exposer le point de vue d'un économiste norvégien, qui décrit l'économie orthodoxe actuelle de façon succincte. Une des choses positives de l'économie en tant que science, c'est qu'il s'agisse d'une façon de penser. Les connaissances factuelles n'existent pas. Dans ce mode théorique, la réalité
et la connaissance factuelle pénètrent quelquefois et sont perçus comme des éléments perturbateurs. Alors qu'un ami lui reprochait le fait que sa théorie ne concordait pas avec les faits, David Ricardo est supposé avoir répondu que c'était « tant pis pour les faits ». J'essaierai quant à moi de jeter les bases de l'histoire économique vraie. Reprenons le titre de l'ouvrage pour une histoire économique vraie de Michel Morino, ce qui revient à écarter d'emblée la méthode Coué. Depuis 1956, c'est-à-dire depuis plus de 6 décennies, 60 d'années, les choix fondamentaux de politique économique au Maroc, dans leur diversité, s'inscrivent dans le cadre de la théorie du ruissellement ou des retombées. J'avais exposé cette théorie déjà en 1983 dans le cadre d'un colloque organisé par la défunte Association des économistes marocains. Récemment, le collègue Yassir Tsamsamani, dans le cadre d'un colloque organisé à la fac de droit de Casablanca en 2018, a exposé brièvement justement cette théorie. Cette théorie a été présentée par des Nobel d'économie, Kuznets, Lewis, mais surtout par un économiste autrichien, Papanek. Elle a fait l'objet de critiques Keynes, Robinson, Myrdal, Stiglitz, Nurk, etc. et François Perrault. Parmi les économistes du tiers-monde qui ont contesté le bien fondé de la théorie du ruissellement et de ses effets néfastes sur le processus de développement, figure notamment Mahboub al-Haq, un économiste pakistanais, à qui on attribue d'ailleurs la paternité de l'indicateur de développement humain. Non pas Hassan, mais Mahboub al-Haq. Et également l'économiste libanais Elias Ganaji. Pour résumer, la justification de l'inégalité de la répartition des revenus découle de la théorie néoclassique de l'utilité. Elle repose sur l'idée que seuls les riches épargnent, de sorte que l'inégalité est nécessaire à l'accumulation du capital. Elle permet d'élever le total à partager à tel point que même la petite part serait plus grande qu'elle n'aurait pu l'être dans un système égalitaire. Cette idée se fonde généralement sur un rapprochement par analogie avec l'histoire économique des pays actuellement développés. Les pays occidentaux ont fait l'expérience de conditions d'inégalité croissante au premier stade de leur développement. Arthur Lewis, prix Nobel d'économie, estime qu'en règle générale, dans les premières phases du développement, quand le taux de croissance économique s'accélère, la répartition du revenu devient moins uniforme. Dans les dernières phases, elle se stabilise et tend à devenir plus uniforme. Kuznets, un économiste américain d'origine russe, a été un des premiers à mentionner que durant les phases initiales de développement, la répartition des revenus tendait à s'aggraver et que ce n'est qu'à partir d'un stade ultérieur qu'une amélioration se manifeste. C'est de tous ces économistes, c'est plutôt Papanek qui a été le plus, disons, clair. Une incompatibilité existe entre les objectifs de croissance et ceux de la recherche de l'égalité. Les inégalités des revenus contribuent à la croissance économique, ce qui a pour effet de procurer des possibilités réelles d'améliorer la situation du groupe aux plus faibles revenus. Papanek avait conseillé au moins une vingtaine de chefs de gouvernement, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, avec les résultats, bien sûr, que l'on connaît. Ça, c'est l'ancrage théorique de ce qu'on appelle le modèle marocain. Le marocain tire sa source de donc, la théorie du ruissellement.
Mais dans le cas du Maroc, la théorie du ruissellement a produit donc un fort degré de concentration des richesses. Un degré de concentration plus fort qu'ailleurs. Plus fort qu'ailleurs. Juste pour vous donner une idée, 23 holdings familiaux seraient à la tête d'une fortune estimée à 35% du PIB. Faites l'addition des multinationales américaines, etc., les 10, n'atteindrait pas un degré de concentration aussi élevé. Sur ces 23 holdings, une holding tentaculaire sur laquelle se greffe une constellation de holdings satellites pèse à elle seule 15% du PIB, soit autant que 12 holdings du premier groupe. Etc. Le collègue Idertun Samani nous apporte un éclairage dans le cadre de ce mémorandum de 18. Il estime que l'indice Gini est estimé à 0,39, soit une valeur supérieure à la médiane mondiale. Il constate aussi la part réduite de la rémunération du travail, dont la valeur ajoutée totale. La valeur ajoutée du travail, la part du travail, ne représente que la moitié de celle qui revient aux détenteurs du capital, soit 30% contre 60% pour la période 98-2016. 60% pour le profit et seulement 30% pour les véritables créateurs de richesse. À cela s'ajoute une répartition fortement inégale des salaires. D'après les données de la Caisse nationale de sécurité sociale, la part des 10% de salariés les moins bien payés dans la masse salariale est passée de 4,3% en 2007 à 2,4% en 2017, soit un taux de réduction de 44%. Par contre, la part des 10% de salariés les mieux payés a grimpé de presque 41% à 67%, soit un taux d'augmentation de 65%. Ajoutez à cela que 70% des salaires mensuels moyens déclarés sont inférieurs dans le secteur agricole au SMAG. 70% sont inférieurs au SMAG, salaire minimum agricole garanti. Et 86% des salariés femmes perçoivent, sont 86% à ne pas percevoir un salaire minimum agricole garanti inférieur au SMAC. Contre 59% pour les hommes. Donc, peu importe. Voilà quelques indications qui prouvent que le degré de concentration des richesses au Maroc est sans précédent dans l'histoire du pays. Degré de concentration sans précédent dans l'histoire du pays. Troisième point, comment on en est arrivé là? Au Maroc, la concentration est fondamentalement le résultat de pratiques dignes de république bananière. On a érigé, l'État a érigé l'égalité en règle de conduite. Le premier à ne pas respecter, le premier à piétiner la loi, c'est l'État. Où sont les juristes dans tout ça? À part Bouderbala, Najib Bouderbala. La marocanisation, d'abord, on devait répartir la totalité des terres de la colonisation aux paysans sans terre ou microfondiens. Mais il se trouve que sur le million d'hectares, pratiquement 573 000 hectares sont passés
l'État a jeté son dévolu, jeté le grappin sur 60% des terres de la colonisation. Il s'agit bien sûr des meilleures terres. Qui sont ces heureux bénéficiaires? Ce sont disons, la garde, font partie des éléments de la garde prétorienne. La garde prétorienne. On y trouve le colonel Dlimi, Karim Amrani, Zniba, Baj, etc., etc. Mais je voudrais dire aussi que, par la même occasion, que les biens de la famille régnante et ou gouvernante font l'objet d'un rôle particulier et ne figurent pas dans les statistiques officielles. En 1975, sur pratiquement 200 000 hectares des contribuables de la 5e et 6e tranche, 200 000 hectares, lorsqu'on tient compte de cette dernière donnée, on se retrouve avec une superficie de plus de 300 000 hectares. Et je vous laisse faire le calcul. La marocanisation des activités non agricoles, elle devait elle aussi, d'après les officiels, intéresser les petites et moyennes personnes. Mais il a été constaté que ça n'a pas du tout été le cas. Comme l'a précisé d'ailleurs Jouari, à l'époque secrétaire d'État chargé du secteur public, et ensuite ministre des Finances, puis PDG de la BMCE, puis actuel gouverneur de la Banque du Maroc. Il a justement dit que ce sont les classes aisées qui sont parvenues à s'accaparer une part encore plus importante des richesses nationales. Et je le cite. Je peux citer Jouari. Idem pour la privatisation du secteur public. La privatisation du secteur public, d'ailleurs de 89, puis on a commencé à privatiser à partir de 83. Dans le discours prononcé par le roi Hassan II à l'époque, il avait précisé que la nécessité d'éviter que les opérations de cession d'entreprises publiques au secteur privé ne soient une cause de renforcement de la concentration capitaliste et une occasion d'enrichissement sans. Donc, mais il se trouve que la Société nationale d'investissement, qui contrôlait à l'époque plus d'une quarantaine de sociétés, un des principaux intervenants au niveau de la Bourse des valeurs de Casablanca, avec une part de 13 à 15%, disons, a été, disons, privatisé. On a substitué un monopole privé, un monopole public. Remplacer un monopole privé par un monopole public par un monopole privé. Donc la même chose concernant la Samir, la même chose concernant un grand nombre de sociétés publiques. D'ailleurs, la part du secteur public qui était à la veille de la privatisation d'environ 20% a été descendue suite à la privatisation à 7,5%, deux fois plus de transfert de richesse au profit de, disons, du capital privé national et étranger. Donc, l'État postcolonial se caractérise par une confusion devenue claire à partir des années 80 entre pouvoir économique et pouvoir politique. Quatrième point, deux autres spécificités structurelles prouvent à quel point le grand capital privé marocain est réfractaire au partage
des flux de la croissance. Il y a tout d'abord la fuite des capitaux. Des capitaux, il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Et surtout, les noms circulaient à propos des paradis fiscaux. Mais ce qui va peut-être renforcer la fuite de capitaux, ce sont les investissements directs marocains à l'étranger. Les investissements directs marocains à l'étranger vont renforcer la fuite des capitaux. Et jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que les rapatriements des profits réalisés dans les pays d'Afrique subsaharienne et les places financières internationales s'opèrent dans de bonnes conditions et que l'office d'échange soit capable de contrôler, disons, la rentrée des capitaux. Dans le même ordre d'idées, pourquoi le grand capital marocain est réfractaire au partage des fruits de la croissance? C'est que, premièrement, le gros des sociétés ne sont pas cotées à la bourse de Casablanca. Seules entre 70 et 80 sociétés sont cotées. Ensuite, celles qui sont cotées, l'ouverture, il ne s'agit que d'une ouverture partielle du capital. Ouverture partielle du capital. Entre essentiellement inférieur à 30%. J'ai des statistiques, mais je vous en fais grâce, qui prouvent que la plupart, c'est une ouverture partielle. Donc la faible place accordée à l'actionnariat populaire. Or, au moment de la marocanisation, il était question justement de maroccaniser par Bourse des valeurs de Casablanca interposée. Mais sachez, Mohamed Chiguer, ancien directeur central à la CDG, et fin connaisseur de l'économie marocaine, nous apprend que seules 4 sociétés marocanisées l'ont été par la Bourse des valeurs de Casablanca. La Bourse des valeurs de Casablanca. Pour ce qui est de la privatisation, juste que vous ayez une idée, entre 1985 et 2002, seules 6 sociétés sur 3 ont été privatisées par le biais de la Bourse des valeurs de Casablanca. Karim Hadji, directeur de la Bourse des valeurs de Casablanca, il l'est toujours depuis 2009, prévoyait pourtant de porter avant 2015 à 150 le nombre de sociétés cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca. Contre moitié-mois jusqu'à... Donc normalement, n'ayant pas obtenu des résultats, s'il fallait sanctionner, il ne fallait pas se limiter à ceux de Tossima, il fallait aussi sanctionner Hadji en tant qui n'a pas pu atteindre 75 contre 150. C'est quelqu'un qui a échoué dans sa mission. Le mode d'attribution des sociétés publiques cédées au privé. Seuls 15% ont été, disons, cédés par le biais de la bourse de valeurs de Casablanca. Sur le total. Ensuite, il y a une forte concentration. Qui dit bourse de valeurs de Casablanca, dit un certain nombre de holdings. Par exemple, le holding ONA, SNI, BCM, c'est 30%. Contre 30%. Au niveau du marché central. Au niveau du marché central, c'est 39%. Etc. Etc. Donc, une concentration, donc certains holdings règnent en maître sur le marché des valeurs mobilières. Pour ce qui est des personnes physiques privées, en 2017, 7,1%, c'était, disons, 7,5% de capitalisation par le biais des OPCVM.
7%. Des personnes privées, uniquement 7%. Donc, partons de là. Enfin, moi, je pars de l'idée que, bon, selon la métaphore de Schumpeter, le capitalisme est comme un hôtel luxueux, dans lequel les étages luxueux sont toujours occupés, mais dont les occupants changent sans arrêt. Au Maroc, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Les parents ont cédé les affaires aux enfants, à leur progéniture. Il se trouve qu'au Maroc, les occupants des étages luxueux changent peu à cause de l'immobilité sociale, ou même d'immobilité sociale persistante. Donc la concentration du pouvoir politique au Maroc conduit à une forte concentration du pouvoir économique. Je n'irai pas jusqu'à prôner l'expropriation des expropriateurs. Mais je dirais aussi que la nuit du 4 août, n'est pas pour demain. La nuit du 4 août n'est pas pour demain. La gauche n'est plus la gauche. En attendant que les masses populaires parviennent à prendre leur destin en main, à réussir à mettre en place un 4e État au lieu du tiers État, qui est un État bourgeois, l'État actuel. Je me limiterai à préconiser une démocratisation du capital. Certains, bien sûr, y verront une sorte de révisionnisme, de ravaudage réformiste. J'en conviens. Mais je dirais que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu l'auras. Nous sommes dans un système capitaliste. Il faut que le grand capital, la bourgeoisie, joue franc jeu. On ne demande pas le remplacement d'un système par un autre, mais que ceux qui prennent la redistribution des richesses soient logiques avec eux-mêmes. On ne doit pas se limiter à la sphère budgétaire, les impôts et la dépense, mais ceci concerne la répartition des moyens de production. Pour ce faire, je dirais que la réforme agraire reste toujours d'actualité. Le gros lot des pauvres, c'est en milieu rural. Le problème se pose surtout en milieu rural. Une personne sur 3, voire même plus. Bien sûr, Libye vous apprend qu'au Maroc, ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire ne sont que 4,6%, comparé à 4% en France. 8 800 000 Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté, contre 1,6 million au Maroc. Et c'est-à-dire que la France est devenue un pays sous-développé, le Maroc est un pays développé. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, on invite les pauvres Français à venir au Maroc pour échapper à la pauvreté. Bienvenue au Maroc. Et à propos de la réforme agraire, donc, le problème reste toujours posé et le débat n'est pas clos. Ce n'est pas le million d'hectares prélevés sur les terres collectives qui va masquer les 573 000 hectares dont on a prévu le... Dernière
les Marocains ne vont pas se contenter de ramasser des centimes devant un rouleau compresseur. Ils ne vont pas toujours se contenter de faire ça. C'est pour ça que, pour que vous ayez une idée, il faut siffler la fin de la récré pour les sociétés familiales. Siffler la fin de la récré, parce que les sociétés familiales forment le principal foyer d'évasion fiscale, de fraude fiscale et de capitaux. En 2017, je préconise que toutes les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions de dirhams, c'est-à-dire 20 millions d'euros à peu près, 18-19 millions d'euros, soient, disons, introduits en bourse, cotées. En 2017, elles étaient au nombre de 750. Ceux dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard de dirhams sont au nombre de 130. Donc, le problème qui se pose à ce niveau, c'est, pour ce qui est des sociétés qui sont déjà cotées, elles doivent porter le capital émis à 40%, et la plupart, justement, sont concernés. Et je salue par la même occasion l'initiative prise par la société d'informatique Microdata, dirigée par un jeune universitaire de Toulouse, qui avait porté capital au départ à 30%, puis 10%, ça fait 40%. Donc il faut que les autres prennent exemple sur la société Microdata. Pour ce qui est des sociétés agricoles, elles sont 314 à employer plus de 1000 salariés. 314 employer plus de 1000 salariés. Et pour terminer, deux petites remarques. À la question suivante, certains avancent que la présence de la SNI et avant celle de l'ONAC est justifiée par le fait que l'économie d'un pays doit être tirée par des mastodontes, ce qu'on appelle en France les champions nationaux. Hassan Chani, ex-ministre, ingénieur des ponts et chaussées, ex-directeur de l'OCDE et ex-président de la CGE, répond ceci à deux journalistes. Nous avons effectivement besoin de grands groupes économiques, mais ce n'est pas le chef de l'État qui doit jouer ce rôle. Il est naturel que l'État encourage les grands groupes pour créer des pôles économiques capables de réaliser la croissance. Toutefois, ce n'est pas le chef de l'État qui devrait jouer ce rôle. Parce que, sans la séparation des pouvoirs économiques et politiques, le principe de la concurrence ne peut être garanti. C'est de la revue Zaman, numéro 51, février 2015, page 24-25. Pour ceux qui veulent consulter en entier l'interview du Chami. Cela fait penser à la thèse soutenue par Ibn Khaldoun il y a plus de 6 siècles de cela dans les textes sociologiques et économiques de la Muqaddima, traduit par Bousquet. Comme il ressort de cette œuvre maîtresse, bonne gouvernance et conflit d'intérêts au plus haut sommet de l'État sont antinomiques et se posent en obstacle au progrès intégral de la société. Et c'est ce qui explique que nous soyons toujours classés 122, 123e en termes d'indicateurs de développement humain et que le Maroc, disons, fait toujours partie des pays à revenus intermédiaires, tranches inférieures. Et je vous remercie. J'ai moi aussi beaucoup qui connaissent un plaisir à l'écouter. C'est une bibliothèque ambulante, mais vous savez, avec les contraintes d'organisation, on est obligé d'arrêter. Il est vrai on est tous frustrés de ne pas pouvoir encore écouter nos amis. Alors on passe à mais quelques informations avant de passer à la séquence table ronde. 1. Les amis qui participent, aux collègues qui participent à la table ronde, je les invite à aller voir
pendant une pause même qui n'était pas programmée. On va la faire quand même pour essayer un petit peu de voir avec eux sur la nature de la table ronde et préciser des choses en matière d'organisation. Les intervenants, alors j'ai pas eu l'occasion de connaître tous ceux nationaux ou étrangers, de les connaître. Si jamais vous avez un besoin quelconque en matière, si vous n'avez pas de dossier ou quelque chose comme ça, ou en matière d'hébergement, il y a les organisateurs, contactez-les ou vous me contactez directement pour trouver le moyen d'apporter des solutions. Enfin, donc, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai dit, chers collègues, mais de les remercier pour avoir fait le déplacement, notamment ceux qui sont venus de l'extérieur, d'avoir accepté notre invitation. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont pris de leur temps pour venir animer et participer à ce colloque. Et cette pause qui n'était pas prévue, on l'a fait maintenant, tout simplement une question de tendance et de gestion, parce que la salle est petite, j'ai senti le besoin qu'on a besoin de respirer un petit peu. Il y a un café à côté, on peut se désaltérer rapidement, c'est pas une pause, vraiment une pause très courte. Et on reprend tout de suite.